Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans ce webinaire. Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Habituellement, nos webinaires sont en anglais, mais ici, comme vous pouvez le constater, nous avons animé deux sessions de webinaires en français afin de mieux répondre aux attentes de notre communauté francophone qui est de plus en plus importante et nous la remercions pour son engagement. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le cancer. C'est un sujet important. Une personne sur trois vont être diagnostiquées avec un cancer au cours de la vie. On en parle beaucoup dans les médias belges pour le moment avec le décès de notre actrice Émilie Dequesne qui est morte à 40 ans, donc de plus en plus jeune. Alors on parle beaucoup des avancées médicales et de la recherche, qui sont bien sûr porteurs d'espoir. Ce dont on parle un peu moins, c'est la face cachée du cancer, un autre regard, et c'est vers cela qu'on veut discuter aujourd'hui avec le docteur Mouisset, l'accompagnement thérapeutique des patients et de leur famille pendant tout le parcours du cancer. Alors bonjour docteur. Bonjour. Alors un immense merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire aujourd'hui et pour votre engagement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Mousset, c'est un oncologue médical qui est engagé dans l'accompagnement thérapeutique depuis de nombreuses années. Il a fondé les centres ressources, d'abord un premier à Aix-en-Provence, qui est en train de se déployer, des antennes sont en train d'être déployées en France. Euh, des soins, ces centres partagent une mission commune, proposer un lieu différent de l'hôpital, du domicile, un espace centré sur le patient, centré sur la personne et non pas sur la maladie. Voilà, ce webinaire est organisé par Onsia Community qui croit également fortement à cet accompagnement thérapeutique essentiel dans le parcours du patient. Notre action directe est de sensibiliser, comme nous le faisons aujourd'hui, mais également d'aider au développement de ces centres de soins complémentaires tout au long du parcours du patient. Voilà. Alors, avant de commencer, quelques points pratiques. Donc, je voulais vous informer qu'un replay sera disponible sur notre site internet pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister au webinaire ou bien qui souhaiteraient le revoir. Le webinaire va durer 1 heure, 30 minutes de présentation, suivi de questions-réponses. Et donc, vous pourrez poser vos questions à la fin du webinaire en utilisant le bouton Q&A que vous voyez en bas de votre écran. Le bouton chat est désactivé. Et donc, ben voilà, sans plus tarder, je laisse la parole au docteur Moissier. Bonne conférence à tous et à toutes. Merci Françoise. Merci Delphine. Oui, c'est un vrai plaisir pour moi de partager ça à la communauté francophone euh, et de sentir qu'il y a un vrai changement depuis l'après-Covid. Il y a un changement de prise de conscience, je trouve, d'initiatives qui grandissent dans l'importance d'accompagner, bien plus que la maladie, d'accompagner les personnes touchées par le cancer. J'aime beaucoup utiliser ce mot touché pour entendre que c'est pas atteint, c'est touché. C'est-à-dire c'est les personnes malades, c'est les personnes autour, les aidants, les proches. Une personne touchée, c'est malade, c'est quatre personnes autour en moyenne qui sont concernées. Et touché parce que c'est pas, je vois pas de fatalité. Le fait que tout événement traumatisant peut devenir aussi, on va le voir, une opportunité de changement, d'entrer en résilience et de découvrir un nouveau soleil comme l'image qui est derrière moi. Et donc, aller à devenir plus fort et finalement que ce soit pas qu'une histoire de maladie, mais une histoire simplement de défi existentiel, on va le voir, avec du coup des perspectives d'espoir bien plus grandes et des résultats qui sont bien meilleurs que ceux qu'on annonce dans les journaux, dans les sites internet et autres, parce que tout d'un coup on ouvre des portes et de nouvelles possibilités. Voilà, cet espoir que je veux vous partager.
Donc, je suis oncologue médical, hein, je suis oncologue médical depuis plus de 30 ans. Je m'intéresse à ce dont je vais vous parler depuis mon internat en 92, donc ça fait 33 ans que je suis dedans avec les patients. Euh, je suis oncologue médical, donc j'occupe des traitements médicaux du cancer. Il est certain que c'est la profession où on accompagne les gens du début, je me suis à la fin, que ce soit la guérison. Tiens, aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un, ça fait plus de 10 ans que je la suis. Je lui ai dit, on va arrêter de se voir, hein. J'ai des personnes que je suis, même métastatiques, qui sont guéries depuis plus de 10 ans. Donc c'est possible. Et c'est une longue aventure à chaque fois qu'on accepte de suivre un patient, pour un médecin. Et mon objectif, c'est de vous ouvrir à la possibilité que tous, on puisse être participants à cette démarche et que finalement tout ne repose pas sur les épaules des médecins, mais sur un ensemble de personnes qui sont devenues compétentes, capables d'accompagner. Je vous partage ma présentation. Un petit ajout sur mon histoire, c'est que je suis entrepreneur social à Choca. Ça veut dire, oui, c'était en 2010. Donc, je pense et je suis certain que ce qui se passe en ce moment et l'expérience des centres ressources et de ces centres et de ces expériences qui se créent un peu partout dans le monde, en Europe, autres que ressources, hein, sont en train de changer le paradigme complètement. Donc, c'est un vrai changement sociétal qui se fait à travers cette expérience-là. Donc, je suis entrepreneur social, effectivement, parce que les centres ressources sont des lieux accessibles à tous. C'est plus qu'une association, ce sont devenus comme des entreprises, puisque comme des budgets de 700 000 euros actuellement, et le centre qu'on va créer, que vous avez en photo sur ces images-là, pour 2026, c'est des budgets bien plus élevés, mais l'investissement, s'il paraît important, il est tellement important sur le plan humain, des retombées, que on n'y verra que sur le coup que ça a en fait. Voilà, ça c'est les centres ressources que je vous présente sur cette diapo. J'ai choisi mon fonds avec Yosemite parce que c'est aux États-Unis que mon aventure a commencé, à Stanford, qu'on voit ici. Et j'ai la chance de visiter Yosemite. C'est là-bas que j'ai puisé l'inspiration de ce fameux accompagnement thérapeutique. Thérapeutique, c'est un terme qui n'est pas réservé au médical. Thérapeutique, ça veut dire un changement qui dure, qui est durable, voire qui va perdurer pour toujours. Et donc, c'est un accompagnement qui n'est pas un effet juste sporadique, ponctuel, qui peut avoir son importance, mais c'est surtout un effet qui va durer longtemps, voire pour toujours. Donc ça, c'est l'idée de parler d'aujourd'hui, de ces accompagnements qui vont permettre un changement, qui permet vraiment de parler de thérapeutique, parce qu'il va être durable, quel que soit le niveau dont on parle. Et on va voir justement que suivant le niveau d'intervention psychosociale, un terme qui est un peu générique, ça va plus loin que le côté psychologique et social, eh bien, on va avoir un impact sur différents niveaux de l'être et éventuellement même sur la maladie. Voilà, j'ai une dernière casquette, c'est que je suis entrepreneur social, d'accord, mais j'ai un DEA en sciences environnement santé, donc je suis compétent sur les questions d'environnement, qui est un domaine sur lequel il y a enfin une prise de conscience. Voilà, une présentation de 30 de minutes où on va présenter toutes les différentes interventions, un focus sur ressources, et on aura un temps d'échange, bien sûr, intéressant. On ne peut pas commencer, pour moi, ce type de démarche d'intervention tant qu'il n'y a pas une prise de conscience de ce qui est au centre de l'annonce d'un cancer. Moi, si j'ai choisi d'être cancérologue, c'est que par rapport à toute maladie, il y a la souffrance dans toute maladie, mais par rapport au cancer, il y a cette confrontation au cancer qui nous confronte à l'existence. Et donc à une dimension qui n'est pas psychologique, mais une dimension existentielle. Et j'insiste sur cet aspect-là dont je vais reparler. Donc ce qui est touché, c'est l'être dans son entièreté. Et c'est tout son entourage. Et c'est l'image des tours jumelles à l'annonce d'un cancer, un monde qui s'effondre et qui ne sera plus jamais comme avant. Il y a une volonté, une envie de vivre comme avant. Ce n'est pas possible. On va le voir. C'est un leurre. On peut tenter de rester enfermé, de s'accrocher à l'ancien monde, mais en réalité, ça nous rattrapera. En tout cas, pour les soignants, même si les patients, des fois, sont dans ce déni, on doit le respecter, bien entendu, on ne peut pas l'obliger. Mais on doit être présent avec cette conscience quand on accompagne quelqu'un touché par le cancer, eh bien, c'est tout cet ensemble qu'il faut avoir à l'esprit.
Il faut être conscient de la réalité de ce qui est vécu par la personne à l'annonce d'un cancer. Et donc, à l'annonce d'un cancer, c'est avant tout, en tout premier lieu, un choc existentiel, un traumatisme, qui va confronter à 4 grandes dimensions, qui sont bien explicitées par Irving Yalom dans les années 70, c'est la psychothérapie existentielle. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation à l'isolement, je vis ça seul, c'est moi qui le vis et je le vis seul, dans vraiment un isolement absolu. Je prends conscience que je suis mortel, vulnérable, et on prend conscience de cette épée de Damoclès pour toujours, que je suis mortel. La confrontation à l'impuissance, quelque chose qui m'arrive et donc je ne peux pas éviter, ça vient de me tomber dessus, peut-être malgré tout ce que je faisais. Et derrière, comme l'homme se sent, l'être humain, et l'homme plus que la femme encore, mais l'être humain, son sentiment le plus difficile, c'est la confrontation à l'impuissance, il va basculer dans la culpabilité, qui lui permet, entre guillemets, d'entrer dans une forme de toute-puissance, et donc un bon remède à l'impuissance. Mais malheureusement, la culpabilité, ça a aussi son coût. Donc ça, c'est les 4 grands défis existentiels qu'on doit avoir à l'esprit, c'est qu'il faudra essayer de travailler, et qui ne sont pas du registre psychologique. Une fois que cette maladie est tombée, ce diagnostic, il faut faire face à la réalité. Et la réalité, c'est tout d'un coup, qui je vais devenir, je ne peux plus travailler, que devient mon couple, que devient la sexualité dans mon couple, que devient mon rôle social, peut-être d'entrepreneur, dans une entreprise, mon travail, dans une association. Donc tout est remis en question. Donc la réalité, c'est que tout de suite, il y a une confrontation aux conséquences. Et il faut faire face, hein, les impôts, les assurances, etc. Il y a une confrontation tout de suite à prendre des décisions alors qu'on est dans un brouillard absolu, incapable peut-être de prendre des décisions, d'y voir clair. Il faut prendre des décisions difficiles. Est-ce que je me fais amputer? Est-ce que d'un sein, d'un côlon, d'un membre? Il y a une équipe qui me dit oui, une autre équipe qui me dit non. Donc il faut prendre des grandes décisions, il faut y voir clair. Il y a les émotions qui me submergent de tous côtés. Ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être le déni d'ailleurs. Peut-être une sensation étrange de sentir qu'on est dans le déni d'ailleurs. Mais bon, on se protège comme on peut. Et puis, il y a peut-être parfois des symptômes liés à la maladie, pas toujours, des symptômes liés au traitement, et parfois les deux, qui vont venir handicaper. Le premier symptôme le plus fréquent en cancérologie, dans 80% des cas, c'est la fatigue. Fatigue qui peut être liée au traitement, peut être liée à la maladie, peut être liée à plein de choses, dont des aspects qui peuvent paraître nébuleux, c'est-à-dire l'énergie, qui devient une évidence de plus en plus avec les connaissances sur les mitochondries, mais qui reste quelque chose de mal compris, hein, la fatigue, et en tout cas qui nous ouvre à l'idée aussi de l'aspect, il y a le corps, mais il y a aussi le côté énergétique, la vitalité, qui n'est pas palpable, mais qui est pourtant une réalité. On peut comprendre quand on sait qu'on utilise un téléphone portable tous les jours avec une batterie. Si la batterie ne marche pas bien, il n'y a rien qui va marcher. Et on n'est pas dans le chimique, on est souvent dans plutôt un aspect informationnel, c'est-à-dire comme pour un téléphone ondulaire et pas chimique. Il y a toutes ces dimensions qui sont apportées, auxquelles on doit se confronter quand il y a un cancer. Le côté important à retenir, c'est que c'est impossible de répondre tout seul à tout cela. Personne ne peut prétendre répondre à tous ces défis. L'intérêt est donc, on voit bien, il va falloir une collaboration dans les personnes, des soignants qui vont accompagner les patients, parce que devant ce poids, c'est un poids énorme pour le patient, pour l'entourage. Bon, il faut une quantité importante de gens qui vont collaborer pour soutenir et accompagner les patients. Et aucune technique ne peut répondre à tout. Voilà, on est face à ça pour un survivant, c'est une galaxie de problèmes, des questions existentielles, problèmes économiques, changements professionnels, recherche de sens, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, l'isolement social, les changements de rôle, et puis tous ces problèmes physiques qui sont là, parfois sur lesquels on est très très impuissant, des neuropathies. Tiens, la photobiomodulation peut être une réponse, mais n'empêche qu'elle est peu disponible encore. Les bouffées de chaleur, l'ostéoporose, troubles sexuels, troubles cognitifs, douleurs, fatigue, etc. Il y a tellement de choses à gérer. Une consultation de cancérologie, en France, je ne sais pas en Belgique, mais bon, c'est considéré payé comme si je voyais quelqu'un qui a alors qu'il faut gérer
Hein. C'est difficile de faire une consultation en moins d'une heure. C'est difficile. C'est difficile et c'est prévu pour durer 10 minutes. Voilà. Et quand on fait des chimiothérapies, des traitements, il est prévu que ça dure pas, rien. Ça dure 5 minutes maximum. Et on est pourtant censé gérer tout ce genre de problème. Et même quand on voit les gens toutes les semaines, c'est difficile en 5 minutes de gérer tout. Donc ça, c'est une réalité sociale de la complication pour les patients, pour les médecins, pardon, de gérer tout ça. On a besoin, on ne peut pas gérer tout seul. On a besoin d'autres personnes. Voilà, on doit avoir à l'esprit ce côté traumatisme. Là, c'est une notion qu'on comprend conscience avec peut-être le Covid. Les gens ont mieux compris à quel point la peur pouvait générer un traumatisme qui perdure. On le voit ici, des symptômes de stress post-traumatique, c'est des pensées intrusives, des pensées d'évitement. Ici, c'est l'annonce d'un cancer, annonce d'une récidive, viol, un tremblement de terre, fait de guerre. On est dans des niveaux qui sont assez similaires. Le plus important, oui, fait de guerre, bien sûr, mais c'est tellement violent et soudain, mais on voit, voilà. On est dans des niveaux qui sont similaires, même si, évidemment, il y aura des différences. Un traumatisme vécu quand on vit un Bataclan, c'est extrêmement traumatisant. D'un autre côté, on l'a vécu avec des centaines de personnes. Il y a un côté, on n'est pas tout seul. Un cancer, on est tout seul. Et avec une société qui continue à éviter et qui parle de prévention alors qu'elle parle de dépistage. Ah, on va faire une journée sur le dépistage du cancer du côlon. Oui, vous parlez de dépistage, c'est-à-dire vous parlez aux non-malades. Et nous, les malades, vous faites quoi? Et qu'est-ce que vous faites pour prévenir le cancer? Toujours pas, rien. Toujours que du dépistage qui correspond à dépister la maladie tôt. Quand est-ce qu'on s'occupe de ne pas récidiver ou ne pas tomber malade? Et on a une société qui quand même continue à être dans l'évitement de ça et qui augmente enfin, participe au sentiment d'isolement des patients. Même si, on est bien clair, il y a une nette amélioration ces dernières années. Face au cancer, il y a différents problèmes. Le premier, comme j'ai dit au diagnostic, c'est une crise existentielle. Alors l'image, c'est au feu, vous imaginez, ou au feu, attentat, attention, hein, à la Magdar, vous entendez un grand cri, les gars qui entrent avec un pistolet, vous entendez les mitraillettes, vous êtes sidéré sur le coup, et vous ne pensez plus à rien. Et tout d'un coup, il y a ah, je vais y passer, je vais mourir, il y a toute votre vie qui défile, c'est extrêmement puissant et fort. Puis ensuite, une fois que ça s'est passé, que le diagnostic est posé, il faut entrer dans les traitements. Et donc, le traumatisme va être mis derrière. Grâce, entre guillemets, au problème du quotidien, le traumatisme va être mis derrière. Grâce et peut-être à cause. Parce que le problème, c'est que ce problème existentiel, il va rester derrière. Il va souvent être oublié, refoulé. Et donc, on va s'occuper des problèmes des effets secondaires, des problèmes du quotidien, auxquels il faut bien sûr faire face. Puis, quand le traitement s'arrête, il y a un sentiment de vulnérabilité en se disant « je suis plus tout seul, je suis abandonné ». En réalité, le problème principal est le retour de la crise existentielle dont on n'a peut-être pas conscience, mais qui est derrière et qui est accru par ce sentiment d'être seul. Hein, mais que c'est vrai, ben oui, on voit moins les médecins, on avait un sentiment d'invulnérabilité parce que les traitements sont durs, mais pendant les traitements, je ne crains rien, puisque je suis traité. En tout cas, il y a un retour de l'anxiété très fort, et il ne faut pas que vous soyez dupe en tant que soignant. La crise existentielle est derrière. Et donc, c'est vrai qu'il faut être là pour soutenir le patient et l'amener à aller travailler ça, parce que c'est la seule chose qui va lui permettre de retrouver une véritable, je dirais, tranquillité, sérénité. Parce qu'un seul travail sur la gestion du stress sera insuffisant. Ça va être un pansement sur une jambe de bois. À la rémission, donc, il y a la peur de la récidive, le retour des problèmes personnels, les séquelles éventuellement, les effets secondaires. Sachant qu'aujourd'hui, de plus en plus, la rémission est souvent accompagnée en fait de traitements préventifs. L'hormonothérapie, qui dure plus 5 ans, qui dure 10 ans, associée à des thérapies ciblées dans le cancer du sein. Dans le cancer de prostate, pareil. L'hormonothérapie est beaucoup plus présente, beaucoup plus longtemps. Il y a souvent des chimiothérapies qui peuvent durer en comprimé. Il y a des thérapies ciblées, dans le cancer de l'ovaire par exemple, 2 ans après la rémission, qui jouent un rôle, bien sûr, de prévention, de protection, mais on est en rémission, mais on est en traitement. Donc ça change de plus en plus dans les traitements modernes. S'il y a récidive, le futur devient encore plus incertain et une perte de confiance.
Encore plus si les soignants ont trop, entre guillemets, fanfaronné en disant c'est bon, vous êtes guéri, on oublie tout. Hein, des fois, on a cette tentation de dire aux patients allez, c'est bon, c'est terminé, vous êtes fini, on ne veut plus vous voir, vous êtes guéri. Et mince, s'il récidive, à ce moment-là, il y a un problème de perte de confiance. M'avez dit que c'était fini, c'est revenu. Donc, c'est pas facile de parler de guérison en tant que soignant. Hein. Bon, pour les patients, bon, bien en tant que récidiviste, mais ayant gagné de l'expérience, ça peut être prendre part aux décisions. En tout cas, faire face aux effets secondaires des traitements, sachant qu'on n'est pas tout à fait neuf et qu'il y a peut-être des séquelles antérieures. Il va y avoir peut-être de nouveau une perte de lien de rôle social et des problèmes financiers qui viennent se rajouter. Voilà. Et puis la fin de vie, je vais passer, ce ne sera pas le but d'aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens pendant justement la récidive, pendant les traitements, pendant l'après-traitement, mais c'est particulier évidemment l'accompagnement de la fin de vie, avec le travail sur la peur de la mort, le processus du mourir, pour si possible être dans un être au ciel. Le problème de l'autonomie, la perte d'autonomie, de dignité, de la douleur, la séparation avec les êtres aimés qu'il faut gérer et préparer autant que possible. Voilà, ça c'est les différents, je dirais, grands axes. Sachant que quand il y a un cancer, comme j'ai dit, il y a un traumatisme, mais il y a aussi des séquelles. On voit des séquelles à long terme, du type dans le cancer du sein par exemple. Hein, c'est des études anciennes, mais qui sont toujours valables. 80% des femmes ont eu une détresse à l'annonce, on le sait, diagnostiquée. Et l'anxiété et dépression peut être visible chez presque une femme sur deux, un an après diagnostic. Et 6 ans après, on a des symptômes post-traumatiques, dont très forts, chez plus de 10%, et des symptômes anxio-dépressifs dans près de la moitié des personnes. C'est aussi vrai chez les aidants, l'entourage, qui sont aussi touchés, qui sont touchés même dans leur présentéisme, c'est-à-dire ils sont au travail, mais ils sont efficaces, ou voire absents carrément. Donc il y a un problème, il faut se poser vraiment la question de comment on accompagne les gens dans l'après-traitement du cancer. Et j'insiste sur les mots, on a tendance à parler du post-cancer, de l'après-cancer. C'est, je trouve, pas juste. Il faut parler de l'après-traitement du cancer pour être plus juste, parce qu'il y a des situations en plus où le traitement est tellement proche et les risques de récidive sont tellement importants que c'est plus juste de parler de l'après-traitement du cancer. Et puis ça permet d'intégrer des gens qui sont en rémission alors qu'ils étaient métastatiques. Alors une étude récente que je vous pose pour montrer à quel point la prise de conscience, elle est naissante et elle n'est pas encore acquise sur ce que je viens de dire, sur le fait qu'il faut mettre le choc existentiel devant. Ici, c'est le titre de cette étude australienne publiée en 2024, décembre 2024, donc c'est tout récent. Je ne pense pas avoir vraiment réalisé combien la nouvelle normalité est différente de ce que j'imaginais. Voilà, c'est une étude sur les survivants du cancer qui montre que les gens réalisent à quel point ils sont rentrés dans une nouvelle réalité. Ils s'en rendent compte des années après. Ils sont sortis pour toujours de l'ancienne vie. Ça ne sera plus jamais comme avant. Et les gens le disent. Quand on leur pose vraiment la question, qu'on pousse les choses, ils vont le dire. Ce n'est plus comme avant. Et ceci étant, quand je lis cet article, je me rends compte que même des chercheurs qui ont fait pas mal de travaux, ils n'arrivent pas à poser tous les moyens thérapeutiques disponibles et des expériences dont je vais vous parler, qui pourtant existent depuis plus de 30 ans et qui manifestement ne connaissent pas et qui n'ont pas réussi à retrouver par Internet, je ne sais pas. En tout cas, je constate qu'ils n'ont pas trouvé tous les moyens quand ils font la synthèse. Donc ils découvrent en disant ça, et je regrette, mais ce qui est démontré ici est connu depuis plus de 30 ans. Moi j'étais à Stanford, j'ai appris ça. C'était en 95 que je rencontre Spiegel, et que j'ai cette prise de conscience moi. Donc c'est connu de la psycho-oncologie depuis 30 ans, et ça n'est toujours pas compris dans l'oncologie académique. Hein. Ça sort à peine en 2024. Dans cet article, c'est intéressant, il parle bien de la peur de récidive présente très fortement déclarée chez presque une personne sur deux, une fatigue résiduelle près une patiente sur quatre. Quand on parle de fatigue, on est d'accord, on parle d'épuisement, de fatigue qui vraiment appuie sur le quotidien. Et il y a une recherche d'aide active pour un tiers des patients. Comment on peut m'aider pour gérer ce stress-anxiété? Quand on leur pose des questions, enfin, il y a 3 grands thèmes qui sont relevés, c'est la difficulté de tous les patients de trouver des soutiens.
efficaces. Comment on a accès à ces soins de support? C'est pas connu, c'est pas répertorié. Et moi, j'ai l'expérience de ressources où je sais que des laboratoires qui ont été pourtant partenaires depuis 20 ans, ils nous aident à ressources, ils ne nous répertorient pas dans leurs ressources, c'est-à-dire dans leur livret, en disant, tiens, quelles sont les associations de soutien qui peuvent vous aider? On n'y est pas. Sur l'Institut national du cancer, on n'y est pas. Et donc, ça montre bien que les trucs officiels n'arrivent pas à répertorier correctement les, les structures associatives qui existent, l'existant qui peut aider les gens. Donc ça, c'est mal organisé, et c'est un constat fait par les Australiens aussi. Et puis, ils le disent, voilà, l'impact irréversible sur la vie, sur le fait qu'il y a une nouvelle normalité, c'est quelque chose qui est relevé de façon très claire. Je vous mets les références, hein, et de façon générale, vous avez le replay, comme a dit Françoise, vous pourrez retourner, il y a toutes les diapos, il y a les références scientifiques si vous voulez aller plus loin. Donc je reviens sur cet aspect de la notion existentielle, nouvelle normalité, ces 4 notions dont j'ai parlé, sur lesquelles on doit aller essayer de répondre. Et quand on regarde point par point, vous verrez que ce qui est proposé dans l'accompagnement thérapeutique dont je vous parlerai, ben, on y répond point par point. La prise de conscience de la mortalité, la vie est précieuse, c'est ça la réponse. Prendre conscience que la vie est précieuse et qu'elle doit être vécue ici et maintenant, aujourd'hui. C'est la seule façon d'y répondre de façon positive. Je suis seul, et c'est ce que veut le crabe, l'image du crabe avec sa carapace qui veut vous enfermer à l'intérieur. C'est quelque chose que vous pouvez, amusez-vous à poser la question aux patients à la fin des traitements. Je vous propose de participer à un travail en groupe. 95% des gens vous diront non, non, maintenant j'ai envie d'oublier, de passer à autre chose. Et j'ai pas envie de me retrouver avec des gens atteints de cancer pour parler et retomber dans la maladie. Ils auront peur de se retrouver confrontés aux autres. Et c'est la clé est de proposer un travail en groupe dans une ambiance effectivement qui est sécuritaire, c'est-à-dire où il y a bienveillance, où il y aura respect de chacun, de chacun, avec des règles strictes pour que les personnes se sentent en sécurité, parce qu'ils sont vulnérables, et que s'ils acceptent de s'ouvrir et d'enlever leur carapace, eh bien ils sont un peu comme le hérisson qui montre mon ventre mou, ils deviennent vulnérables. Mais on doit leur apprendre à montrer leurs épines, parce qu'à certains moments, des gens vont vouloir en profiter. Hein, c'est le problème des sectes, on pourra dire, de façon caricaturale, mais c'est le problème de tous les jours des gens qui profitent, entre guillemets, de quand on est vulnérable pour nous donner de bons conseils. Et bon, c'est des amis qui des fois veulent faire du bien, mais des fois qui ne se rendent pas compte, qui ont parfois simplement, sans faire exprès, qui sont un peu dans voilà, le pouvoir sur l'autre, et qui veulent profiter de notre faiblesse. Donc ça, c'est une peur légitime et qu'on doit accompagner. Mais en même temps, la seule solution, parce que l'isolement, ça nous coupe nos émotions, eh bien, se remettre, se confronter à l'autre peut être une source exceptionnelle pour retrouver le contact de ses émotions, l'authenticité. L'impuissance, répondre par qu'est-ce que je peux faire et donner des outils, c'est une solution, la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique, pour agir. Jamais la toute-puissance, aucune réponse permet tout de gérer tout, mais tout peut apporter quelque chose. Et la culpabilité, ben, c'est là de se rendre responsable. Qu'est-ce que je peux faire? La part que j'ai à faire, c'est à moi de la prendre. Et il y a un travail qu'on peut être amené à faire, si possible, c'est celui de travailler le pourquoi et le pourquoi. Comme disait Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut affronter n'importe quel comment. Alors, les différents types d'interventions psychosociales, si on veut essayer de catégoriser, évidemment, je vais être caricatural, mais si on veut comprendre, il faut quand même donner l'axe principal d'action de chaque chose, sachant que, bien sûr, hein, vous le savez, chaque chose peut avoir une puissance extrême quand elle est faite avec beaucoup de cœur et avec beaucoup d'intelligence. Alors, je vais surtout parler des activités en groupe, qui, pour moi, sont le remède le plus important, puisque, comme je l'ai dit, en individuel, un travail pourra être fait, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas éligibles, parce qu'on n'est pas forcément prêt. Mais si possible, et dans le temps, ce qu'il faut, c'est aller vers ce travail en groupe, qui va répondre à ce que j'ai dit tout à l'heure, sortir de l'isolement, sortir du fait qu'on s'est coupé avec nos émotions, avec le traumatisme. Il y a les interventions éducationnelles, l'information. C'est sympa, c'est important. Des conférences, comme on fait là, qui sont intéressantes, mais quand l'information, un des problèmes de l'information, elle va donner des outils de compréhension, mais ça n'est jamais une fin en soi, et on a toujours besoin de les contextualiser.
et chaque mot est important. Et vous le savez, s'il y a trop d'informations, ça tue l'information, c'est difficile, ça mène des comportements inappropriés, et c'est l'histoire du Vidal que vous ouvrez. Et si vous n'avez pas des clés de lecture, vous allez vous faire peur. Le Vidal est terrifiant à lire si vous lisez un médicament, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de recul. Donc il y a une limite à l'information, mais il y a un intérêt évident, évidemment. Ça aussi, gros intérêt que cette information soit partagée, c'est-à-dire que quand on fait une conférence et qu'il y a derrière un débat, des explications, ça permet d'arrondir, d'expliquer. Et c'est toute l'importance de faire comme on fait là, un temps de débriefing derrière. Si on fait une information tout seul sur Internet, eh bien, comment on fait pour avoir du recul? Comment on fait pour avoir du retour et arriver à recontextualiser l'information? C'est compliqué. Donc tout l'intérêt d'une information en groupe, c'est qu'elle permet d'être explicitée et l'expérience personnelle peut apporter. Il y a une forme d'éducation qui est travaillée, l'éducation thérapeutique, où il y a un programme d'apprentissage et de façon générale, il y a un apprentissage de quelque chose. Et en général, c'est centré sur la maladie. Je vais mieux apprendre à connaître la maladie, aussi les traitements, mais je vais devoir me centrer sur quelque chose. Je ne pourrai pas mélanger tout le monde. Je vais devoir gérer peut-être des gens qui ont le cancer du sein, cancer du prostate. Ils vont devoir tous gérer leurs problèmes et ils ne pourront pas tout mélanger. Donc on va être focusé sur quelque chose et on va être dans quelque chose d'intéressant, mais qui a une limite. C'est surtout un gain de compétences, un gain dans la compliance. Je comprends mieux les traitements, je les suis mieux. Du coup, je les supporte mieux. Voilà. Il y aura un intérêt puissant. En général, c'est sur un temps court. Il n'y a pas un travail de psychothérapie dans ce travail. Il n'y a pas un travail sur le sens. Hein, donc, c'est la limite de toutes ces techniques-là. Et je vais donner un exemple. Les, 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 les programmes à ce jour que je connais sur, par exemple, les patients experts, si un programme patient expert ne comprend pas un travail sur le vécu de la maladie, qui permet de gagner un recul et une compréhension, eh bien, on va se retrouver, comme moi j'ai vu des patients qui sont totalement dans un travail. Quand ils vont rencontrer les autres patients, ils vont être dans une gestion pour eux-mêmes. Il y aura ce qu'on appelle le contre-transfert qui va être énorme et qui risque d'être très délétère. Il faut vraiment, chez ces patients experts, qui inclut dans ces programmes d'apprentissage un travail aussi sur l'être, et donc un travail sur le sens de la maladie, enfin le sens de ce qui leur est arrivé. Et ça, c'est pas toujours fait. C'est le danger, on va dire, ou la limite en tout cas, des programmes d'éducation, qui sont centrés, on va dire, sur le mental, mais qui ne vont pas aller sur le niveau existentiel. Les interventions cognitivo-comportementales, je vais y remettre le schéma en se disant, suivant ce que je fais, je vais agir plutôt sur un niveau. Si je fais un travail d'activité physique, je vais faire un travail plutôt sur l'activité sur le corps et l'énergétique. Je vais être ici centré, avec un apport évident sur la fatigue, sur le sommeil, enfin tous les effets qu'on peut connaître avec le sport. Si j'y mets un travail en groupe, je vais rajouter certainement une dimension sociale et de diminution de l'isolement. Je vais agir sur l'aspect social et peut-être sur un gain de confiance, donc ce côté même psycho-émotionnel. On sait que l'activité physique a un effet de diminution sur le stress, donc j'aurai un effet sur la dimension psychique. Je ne peux pas dire que j'aurai un travail sur la dimension existentielle, mais je vais rompre l'isolement, ce qui va déjà être très, très puissant. Si je vais dans les travaux de sophrologie, c'est plutôt un travail centré sur l'aspect émotionnel et mental. Donc, je vais avoir un gros travail centré là-dessus, qui bien sûr pourra éclabousser et permettre une retombée sur toutes les autres dimensions en retour. Et si je fais un travail en pleine conscience, c'est un travail qui est plus centré sur le mental inférieur et supérieur, donc existentiel. Et je vais avoir des retombées. Là aussi, on le sait, hein, la pleine conscience. Il y a des études qui montrent qu'un travail en pleine conscience a des effets sur les chromosomes, sur l'allongement des télomères. Donc vous aurez un effet physique aussi en termes de retombées possibles. Donc c'est une entrée sur des dimensions, mais des retombées sur les autres dimensions de l'être. Évidemment que c'est toutes ces pratiques, auto-hypnose, visualisation, sophrologie, pleine conscience, etc.,
Elle demande que le patient soit d'accord pour être actif. S'il ne veut pas faire, vous ne pouvez pas. Hein, vous n'aurez pas de participation. Si la personne ne pratique pas, il n'y aura pas de retombée. Elle implique absolument un niveau de vigilance. Quelqu'un qui a un patient qui a une douleur absolument terrifiante, il sera incapable de faire toutefois de la sophrologie ou autre. Il aura besoin peut-être d'une technique beaucoup plus, je dirais, presque mécanique, comme de la cohérence cardiaque ou du Jacobsen. Vous devrez trouver une technique qui est adaptée à sa situation parce que parfois l'impact physique est tellement puissant qu'il impose de s'adapter et ne permet pas de faire ce qu'on aimerait faire. Un tableau, juste, bon, c'est un tableau qui n'est pas du tout complet, mais sur l'activité physique bénéfique sur la survie pour montrer que l'impact, il n'est pas que physique, là, c'est dans ces cas où on a un effet sur la survie, dans le cancer du côlon, du sein, et des effets de prévention. Nous, en France, c'est le mois de prévention, enfin, non, le mois de dépistage sur le cancer du côlon. Parlons de prévention, hein, la vraie prévention primaire, pas le dépistage. Le sport, ça réduit les risques de cancer du côlon. Hein, donc, une réponse et un message important. L'alimentation, évidemment, aussi. Faire l'exercice, qu'est-ce qui vous arrange le mieux pour votre emploi du temps? Faire du sport 30 minutes par jour ou être mort 24 heures par jour? Bon, à un moment, effectivement, ça proposer des choses implique un choix de la part des patients. Je fais, je fais pas, sachant qu'on est d'accord, il y a des situations où on ne peut pas faire d'exercice, ou en tout cas, vous devrez trouver le mode d'exercice qui est adapté. C'est de la piscine, c'est de l'activité physique, un tai chi, un qigong, de yoga dynamique, à vous de voir, mais il faut trouver ce qui correspond au patient. Toutes ces interventions psychosociales, enfin, quand même, elles ont un modèle qui est centré sur, on va dire presque l'ici et maintenant. Parce que je me mets sur l'ici et maintenant, je ne me projette pas dans le futur, donc je sors de la peur. Et donc, il se base sur le constat qu'on faisait, c'est soit on reste dans le modèle de réflexe stress égale peur, donc cancer égale peur absolue. Eh bien non, je décide que si je change la perception et que j'y mets des stratégies d'adaptation, je vais avoir un changement dans la réaction que j'ai face à l'agresseur. Et ça se transmettra même au niveau neuro-hormonal. Hein, la réponse de la biologie du stress du système nerveux sympathique sera différente. Et on entre l'idée au lieu d'être dans un déterminisme, cancer égale mort, cancer égale peur, eh bien non, cancer égale ça mobilise toutes mes ressources, je sais les mobiliser, et maintenant je suis dans un au-dessus de ça, j'arrive à m'adapter, je ne suis pas inatteignable à la peur, mais je sais réagir. Et donc au lieu d'être dans une passivité, je rentre dans une réactivité, donc un libre arbitre. Les interventions de soutien social, il y a d'autres types où il n'y a pas de recherche de thérapie forcément, c'est les groupes autodirigés que je vais citer, les patients qui se retrouvent entre eux. Vous savez, c'est un peu le risque aussi de la salle d'attente. Ça peut être génial, les gens rient et se font du bien. Ça peut être plombant s'il y en a un qui distille la peur et qui fait peur à tout le monde. Donc ça, les problèmes des groupes autodirigés, c'est il manque un thérapeute. Et à certains moments, un thérapeute qui va dire au groupe, oh, là, on parle, on n'arrête pas de rigoler. La semaine dernière, il y a quelqu'un du groupe qui est mort et on fait comme s'il n'était pas là. Et je suis désolé, il faut qu'on en parle. On ne peut pas faire comme s'il n'était pas là. Donc ça, c'est la difficulté des groupes autodirigés, c'est qu'à un moment où quelque chose est des fois trop difficile à regarder, et c'est le rôle d'un thérapeute présent que d'amener les gens à regarder ce qu'il faut et de ne pas être que dans le côté cocooning. Les groupes d'information conseil, comme on l'a dit, rencontres avec d'anciens patients, c'est utile, ça permet d'éveiller, ça permet de donner des idées. Ça va être plus des techniques qui vont permettre un éveil, une prise de conscience, faire émerger une idée. Le soutien spirituel, hein, qui peut être là aussi, évidemment, un apport puissant. Donner du sens, ça ne peut qu'aider, c'est démontré en tout cas dans les études. Et puis il y a tout ce soutien social qui n'est pas anodin du tout, parce que si peut-être il n'y a pas de port de repas à domicile, s'il n'y a pas d'aide ménagère, s'il n'y a pas un transport organisé sanitaire qui fait que la personne peut les soigner, les chances de survie sont moindres, hein, c'est une évidence. Donc ça rend l'isolement. On a montré que le simple fait d'organiser une visite à domicile, simplement pour vérifier si le patient prend son traitement, et même si l'étude a montré que même s'il ne prend pas bien son traitement alors qu'on vient le visiter pour vérifier s'il le prend bien,
ça améliore sa survie. Hein, le simple fait de surveiller, de venir voir le patient à la maison, une équipe d'infirmières, régulièrement, ça a une influence sur sa survie. Je répète, même si, dans l'étude qui avait été faite, même si il ne prenait pas bien le traitement. Donc il y a un effet qui est, on peut, certains l'appelleraient placebo, mais c'est simplement le fait du lien social. C'est démontré être un élément soutenant. Puis il y a les interventions psychosociales dont on va parler, à visée thérapeutique, pour un effet durable. C'est pour ça que je dis thérapeutique, c'est-à-dire que l'effet doit amener une transformation qui doit durer. Hein, ça ne peut pas être un effet ponctuel. Et donc, c'est toutes les thérapies de groupe, en groupe de parole, comme celle dont je vais parler, de groupe soutien-expression. En cancérologie, c'est là, que je sache, ce groupe de parole, le seul qui est validé, évalué. Et puis, il y a les thérapies individuelles, bien sûr, les psychothérapies. Mais là, on le sait, on n'a pas du temps, on n'a pas 10 ans devant nous. Donc, les psychothérapies, je dirais psychanalytiques, je ne dirais pas non pas à leur place, mais elles sont pas là, elles sont là pour le long terme. Donc, elles n'ont pas d'intérêt euh, immédiat parce qu'elles vont répondre trop tardivement à la demande. Donc, il faut des thérapies qui associent un aspect comportemental, hein, de type existentiel pour qu'elles amènent une réponse rapide. Donc, du coup, voilà, je voulais vous parler de la particularité de l'accompagnement thérapeutique et donc qui date de longtemps. Hein. C'est des études lancées dans les années 80, beaucoup de publications. Et donc, il y a notamment les travaux de Barbara Andersen. Donc, je vais parler de Barbara Andersen et David Spiegel. Donc, elle est professeure de psychologie. Là, elle a quelques années de plus maintenant, mais la voilà dans les années 90, 2000, à travailler avec des patientes atteintes de cancer du sein qui ont été opérées. Tout ça, c'est une des revues parmi des dizaines qui sont dans le domaine de la psycho-neuro-endocrino-immunologie, des sciences qui arrêtent de découper l'être humain et qui essaient de, maintenant, de rassembler les choses, de remettre tout ça ensemble. Et le travail de Barbara Andersen, c'est un travail global. Par rapport à ce que j'avais montré tout à l'heure, elle va essayer de répondre à toutes les problématiques rencontrées par les patients. C'est-à-dire le fait qu'ils sont obligés de s'adapter à un ajustement émotionnel, et on va essayer de proposer des solutions adaptées à chacun. C'est Jacobsen, c'est des problèmes de le coping positif, mais on va le voir aussi, l'ajustement social. Créer un réseau social, ça amène de la sécurité. Apprendre la communication relationnelle, ça amène de la sécurité, ça réduit le stress. Gérer les problèmes, évidemment, du quotidien, tous les problèmes de changement corporel. Suivant les cancers, bien sûr, c'est pas la même chose. Mais par exemple, la ménopause induite, les changements de sexualité, les changements du corps, les comportements de santé qui sont adaptés, la nourriture, l'exercice, le fait d'arrêter des choses qui sont négatives pour nous, comme de fumer, comme de mal dormir, comme de travailler avec un stress intense, etc. Prendre conscience de tous ces aspects-là et les modifier. Et puis, comment on s'adapte au traitement, au suivi, et on apprend à mieux comprendre la maladie pour mieux comprendre les traitements, pour mieux comprendre comment on va être participant à la démarche thérapeutique et même entrer en alliance thérapeutique avec les médecins qui vont vous couper la parole au bout de 30 secondes et vous apprendre à comment je vais me faire entendre de mon médecin pour que je suis maître d'œuvre de ma santé. C'est moi qui vis dans ma maison, moi qui vis de mon corps et qui sait mieux que quiconque comment mon corps réagit. Et il faut à un moment que le médecin m'entende dans mes demandes et qu'il puisse me trouver des solutions adaptées. Voilà, tout ça, c'est posé et ça va être résolu sur un programme qui dure un an. Donc, ce n'est pas sur quelques séances, mais sur un an. Un travail régulier, on va travailler toutes ces questions-là. Barbara a posé en 1994 ce modèle, qui est que quand on a un diagnostic de cancer, on a un stress intense, une transformation de la qualité de vie, donc ce stress post-traumatique. Si on propose une solution efficace pour transformer ce traumatisme, améliorer cette qualité de vie, on va améliorer la compliance au traitement, on va modifier la réponse du système nerveux autonome, la biologie du stress, les comportements de santé, et avoir un impact sur la maladie. Et à l'époque, il s'était postulé et démontré qu'on améliorait l'immunité. Quand on sait qu'en médecine, ce n'est qu'en 2011 qu'on a admis que l'immunité joue un rôle dans la cancérogénèse. Et vous voyez que la psycho-neuro-endocrinologie avait compris cela, acté cela depuis 1994, 20 ans avant l'oncologie conventionnelle.
Ça, c'est les travaux de David Spiegel. Première fois au monde, en 89, qu'on démontre que si on accompagne des patientes atteintes de cancer du sein et qu'on leur propose un soutien psychologique structuré sur un an, c'est une psychothérapie de groupe, alors que c'est des patientes qui vont mourir, elles savent, elles ont 18 mois d'espérance de vie, eh bien, alors qu'elles sont ensemble, c'est pas morbide, elles vont être beaucoup mieux psychologiquement, beaucoup moins déprimées, beaucoup moins de douleurs, auto-hypnose d'ailleurs, et elles démontrent que ces patientes finalement survivent 2 fois plus longtemps. Au bout de 40 mois, aucune survivante dans le groupe témoin. Dans le groupe qui a participé à prise en charge conventionnelle plus psychothérapie de groupe, on a 30% de survivantes et on est un doublement, passé de 18 à 36 mois. Donc c'était une bombe. Et pour la première fois au monde, on démontre qu'il n'y a pas que les médicaments qui comptent, mais cet accompagnement pour donner du sens et de la qualité de vie. Et Barbara Andersen va enfoncer le clou de façon édifiante en 2008, donc 20 ans, enfin même plus de 20 ans après, presque 20 ans après, en situation de prévention, c'est-à-dire des femmes traitées pour un cancer du sein, opérées, chimio, radiothérapie, hormonaux, et plutôt de leur dire, maintenant on vous surveille, vous ne changez rien à votre vie, vous vous surveillez, point. Non, on vous propose de prendre en main votre santé et de vous reconstruire et de vous construire une santé. Et de proposer ce fameux programme dont j'ai parlé. Gestion du stress, alimentation physique, communication relationnelle, en groupe. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 4 mois? Elles vont beaucoup mieux psychologiquement et ça va durer pour des années. Elles transforment la réaction de leur immunité au bout d'un an. Ce n'est pas immédiat, mais au bout d'un an, le changement est conséquent, significatif et durable pour des années. Et leur espérance de vie change. C'est-à-dire qu'elles ont, avec 11 ans de recul, ce n'est pas une petite étude, 11 ans de recul, on est à 50% de récidive en moins. On passe un taux de guérison de 75% à 87%. Et en termes de réduction de mortalité, c'est 2 tiers de morts en moins. Si ce programme était appliqué à la France, où on a 12 000 décès par année, si toutes les femmes faisaient ce programme-là, en plus de la prise en charge conventionnelle, on aurait 4 000 décès au lieu de 12 000. 4 000 au lieu de 12 000. Et je parle que de cancer du sein. Donc vous voyez, l'impact, il est phénoménal. Et là, c'est une petite courbe pour montrer que le cortisol salivaire chez des femmes qui participent comme ça à ce travail en groupe, parce qu'elles font tout ce travail en groupe, cette dynamique de groupe, eh bien, leur cortisol salivaire, il baisse. Toc, toc, toc. Leur niveau de stress biologique baisse dans toutes les situations. Et bon, je passe, mais sur les différents types de soutien social, ça s'améliore partout à chaque fois. Comment on explique la magie? Et toute cette démarche-là a un impact. Le fait de proposer une démarche comme ça structurée a un impact sur la compliance, a un impact sur les changements de santé, avec ces 4 grands, je dirais, critères que sont possibles, le tabac, l'alcool, l'alimentation, l'activité physique, meilleure habitude de vie, a un impact sur la gestion du stress. Et j'insiste donc, j'ai mis 3 composantes là, c'est-à-dire que si quelqu'un continue à fumer, change pas ses comportements de santé, mais il participe à ce programme, il va modifier sa réponse au stress, améliorer son immunité innée adaptative, et ça aura un impact sur sa survie, même s'il continue à fumer. Mais évidemment, c'est encore mieux s'il fait les deux. Voilà, on voit la biologie qui change, les rythmes du sommeil, du cortisol, avec aussi un dernier point qui est essentiel, comme je l'ai dit, c'est le fait qu'on met du lien, on sort de l'isolement, on donne du sens et de l'espoir, et chaque composante que je viens de lister là, à elle toute seule, a un impact sur le pronostic vital. Voilà, ça a été modélisé pour montrer méta-analyse en 2019. On rassemble toutes les études qui ont été faites à ce jour, randomisées, qui comparent prise en charge conventionnelle versus prise en charge conventionnelle plus un programme structuré de soutien psychosocial qui modifie la qualité de vie. Eh bien, on a en moyenne 29% de l'amélioration du pronostic vital. C'est une moyenne, et évidemment qu'un programme plus ou moins complet, encore plus complet, a un impact qui va être au-delà. Alors, on a fait en France, à ressources, et à ce jour, c'est la seule expérience en Europe, de ce type de programme-là. C'est-à-dire qu'on a mis en application ce que proposait Barbara Andersen et David Spiegel. On a même rassemblé les 2 techniques. On a fait ce programme d'ailleurs et on l'a publié avec David Spiegel, qui est ici. Vous voyez la publication David Spiegel avec Barbara Andersen. On a le scoop de notre article, c'est pas qu'on démontre que on a trouvé une nouvelle technique. On démontre qu'on peut le faire dans la vie réelle. 88 patients atteints de cancer métastatique qui avaient 2 ans et demi d'espérance de vie se sont vus avoir 57% de survie à 5 ans. Je parle de cancer du gras, pancréas,
cancer du sein triple négatif, etc. Hein. Donc, un des modèles, c'était une patiente qui a été le premier programme en 2012, cancer du pancréas métastatique, et qui a vécu 10 ans avec un cancer du pancréas métastatique. Donc, ce modèle qu'on a créé sur ressources, qu'on a pu dupliquer ailleurs, euh, on le résume simplement, c'est toutes les semaines, les patients se retrouvent et travaillent pendant 3 heures, même 3-4 heures, 1 heure et demie à 2 heures de travail cognitivo-comportemental. J'apprends une technique. Chaque semaine, c'est différent, bien entendu, mais on fait la gestion du stress, l'alimentation, on fait des ateliers de nutrition, on apprend, on fait des conférences sur la connaissance de la maladie, des traitements, les causes du cancer, travaille sur la communication relationnelle, travaille sur l'activité physique. L'important est d'expérimenter les choses. En gestion du stress, on va faire de la pleine conscience, on va faire de la cohérence cardiaque, on va essayer de trouver la technique qui nous convient le mieux. Et puis, il y a un travail de psychothérapie de groupe, donc 1 heure et demie de travail en groupe d'apprentissage et 1 heure et demie de psychothérapie de groupe. On va travailler le soutien social, apprendre à devenir authentique. Qu'est-ce que je ressens? Et les autres vont m'aider à être honnête avec moi, à appréhender et comprendre les changements de l'image de soi. On fait de l'auto-hypnose dans les stratégies d'adaptation. On va travailler la mort pour être serein le plus possible vis-à-vis de cette question-là et établir un projet de vie. Quel sens je donne à ce qui m'arrive? Toutes ces techniques, quelle place elles ont? Les soins anticancéreux, c'est l'hôpital. Ils traitent la maladie. Les soins de support, c'est pour mieux supporter les traitements de la maladie ou les effets secondaires liés à la maladie elle-même. On s'occupe du corps qui souffre. Et l'accompagnement thérapeutique, on s'occupe de la personne, que de la personne. On ne traite pas la maladie. Mais vous avez vu que chaque technique, elle a un impact, finalement, sur l'ensemble. Et donc, je vous partage pour terminer le projet qu'on a dans cette ambition de se dire c'est important, c'est essentiel de proposer des lieux qui sont très efficaces pour accompagner les patients. Le problème est qu'on rend des patients qui deviennent des vrais experts, qui deviennent des guerriers pacifiques de haut niveau. Ils ont besoin d'avoir des soignants de haut niveau. Donc on a un lieu qui va devenir plus grand, plus accueillant, parce qu'on pourra faire rapidement, j'espère, de l'hébergement pour faire des séjours de ressourcement pour les patients, mais aussi une université de la santé intégrative pour que les soignants soient formés à la santé intégrative et soient capables d'accompagner les patients qui deviennent des patients exigeants parce qu'ils ont besoin de soignants de très haut niveau. Donc ça, c'est notre projet près d'Aix. Donc 10 000 m² de 10 hectares, culture biologique, permaculture, un restaurant, un lieu qui peut héberger, qui pourra accueillir beaucoup plus de gens, et un centre d'aquathérapie à venir, je l'espère, qui permettra de faire même de l'aquathérapie. J'ai été rapide, dense, mais bon, vous pourrez toujours revoir le replay, et puis on peut répondre à des questions partagées ensemble. Merci de votre attention. Ah, il faut que tu mettes ton son, Françoise. C'est bon? Ah, voilà. Mais un tout grand merci en tout cas pour cette présentation. Je peux vous assurer qu'en tant que patient, je pense que vous avez exactement compris les besoins des patients et l'accompagnement que vous proposez parle, je pense, à nombreux d'entre nous. Alors voilà, merci pour votre travail, votre engagement et cette présentation qui était très inspirante. Je remercie aussi les participants pour leur attention et voilà, maintenant vous pouvez poser les questions que vous pourriez avoir par rapport à cette présentation. Euh, la première que je voulais vous poser, c'est quel pourcentage des patients atteints de cancer utilisent actuellement ce type de soins complémentaires? Est-ce que c'est une majorité, une minorité? Est-ce que vous avez un peu de statistiques au niveau de la France, par exemple? Ouais, ils n'ont pas de statistiques, mais on va dire, si je regarde ce que j'ai pu voir à travers les études en France, c'est à moins de 10% et c'est plutôt 5%. Mais même dans les pays anglo-saxons, on est à moins de 20%, alors qu'il y a une culture. Hein, ils ont
Aux États-Unis, par exemple, ils ont conquis l'Ouest parce qu'ils étaient en caravane, ensemble, ils avaient l'habitude, il y a une habitude de communautarisme beaucoup plus grand qu'en Europe. Et malgré ça, Et ouais. c'est moins de 20% de gens qui vont aller vers ça. C'est pour ça que moi, je pense qu'une des clés, c'est d'avoir des lieux comme celui qu'on va créer, qui sont des lieux qui clairement parlent pour dire c'est un lieu qui va vous faire du bien et qui est beau. C'est pas un lieu de cancer, c'est pas un lieu de maladie. Et les gens vont plus être enclins à aller vers ça et à se dire, OK, j'ai intérêt à y aller. Ça va me faire du bien. Et voilà, l'expérience montre la leçon qu'ils ont vue et été, ils ont envie de participer au programme. Mais il y a besoin de créer un contexte. Sinon, ça fait peur et les gens spontanément vont dire, j'ai peur de me retrouver avec des gens atteints de cancer. C'est ça. Donc, comment les patients réagissent-ils généralement à ce type d'accompagnement? Y a-t-il des inquiétudes, des résistances, justement, cette proximité d'être avec d'autres personnes ayant cette maladie? C'est clairement confrontant, hein, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des gens atteints de cancer. Un des buts va être d'arrêter de vous comparer et de vous confronter. Chacun a une histoire, chacun a son histoire personnelle. Et ce on veut chercher dans ce lieu, c'est, comme on disait, un autre regard sur le cancer, c'est-à-dire un regard qui est plus centré sur la maladie, mais sur la personne. Ce que vous demandez aux autres, c'est-à-dire arrêtez de me voir comme un cancer ou comme un cancéreux, non pas comme quelqu'un qui est un cancer, mais quelqu'un qui a un cancer, vous demandez ça aux autres. Alors faites pareil. Arrêtez de voir les autres et de vous comparer et d'arrêter de vous projeter dans l'autre qui a un cancer. Et quand on fait ce travail en groupe, c'est ce qui arrive. Mais il faut le dire, au début, c'est confrontant. Par contre, ce qu'on voit, parce qu'on a une technique qui marche bien, c'est que quand on commence le travail, les gens qui avaient peur de se retrouver en groupe, eh bien, ils vont créer dès le soir même, parce qu'on a choisi une technique où maintenant on fait une journée ensemble pour commencer. Et ça permet de cimenter le groupe de façon très puissante. Et le soir même, la quasi-totalité des cas, les gens créent un groupe WhatsApp et ils ont plus se quittent plus. Ils ont cassé la peur. Sur le coup, elle est très très puissante, hein, elle est forte. Donc c'est la euh, premier frein. Avant, moi, les problèmes politiques, de politique de santé ou autre. La première crainte, c'est elle est humaine et elle est dans la résistance au changement, la résistance à la confrontation à l'autre, et en fait, qui joue un rôle de miroir, hein, qui me renvoie vers moi. C'est le but, mais dans un lieu bienveillant, dans un contexte, bien, on va y arriver à casser cette peur et on va avoir cet effet extraordinaire d'intelligence collective, et bien plus que d'intelligence collective, hein, un effet 1 + 1 = 11. On me demande aussi comment est-ce que vous expliquez la lenteur de la prise de conscience des bienfaits réels de l'accompagnement. Quels sont vos défis par rapport aux oncologues? Est-ce qu'ils sont sceptiques? Est-ce que vous avez des résistances? Qu'est-ce que Oui, vous leur dites? il y a c'est exactement ce que j'ai dit là, cette peur de, oh, c'est morbide de mettre des gens atteints de cancer ensemble, et ça, c'est les médecins, alors là, j'ai eu le droit à ce type de remarques. Et David Spiegel, à l'époque, a eu droit à ça, hein. On lui disait, mais vous êtes totalement fou. Enfin, même que c'est Irving Yalom, quand il a commencé dans les années 70, ce type de groupe, on lui a dit, mais tu es totalement fou. C'est morbide au possible. Tu mets des gens qui vont mourir, ils savent qu'ils vont mourir, tu les mets ensemble. Et en fait, il a très vite démontré que ces gens vont mieux. Évidemment, il y a une technique, évidemment, il y a un savoir-faire. Parce que si vous, encore une fois, une salle d'attente qui n'est pas organisée comme il faut, ça peut être très délétère. Mais quand il y a ce savoir-faire, cette construction hein, d'un contexte, bien c'est le contraire. Et on en arrive à des situations assez incroyables et extraordinaires de patients qui vont au domicile d'un membre du groupe qui est en train de mourir. Hein, j'ai vu des enregistrements de séances de groupe faites où le groupe se réunit au chevet d'un des membres du groupe qui est en train de mourir. Et ils se mettent à rire quand même. C'est une séance où ils ne sont pas tous en train de pleurer autour. Ils parlent, ils échangent. Oui, il y a des moments où ils pleurent, mais ils rient aussi. Hein, c'est des phénomènes qui sont assez remarquables, c'est qu'on voit que les gens sont plus vivants, ils rient, ils pleurent. Hein, ils sont très proches de leurs émotions. Et c'est pas morbide, au contraire. Mais évidemment, c'est un travail. Euh,
Ça a Alors, besoin d'être encadré. oui, on me pose une autre question, plus au niveau terre à terre et opérationnel. Quel est le coût d'un centre comme le vôtre? Est-ce qu'il y a des remboursements? Quels sont les supports? Comment vivez-vous? Voilà, nous, c'est bien, c'est un modèle qui est universel. Parce qu'il n'est pas subventionné. 5% de subvention publique. Donc, ça veut dire qu'on fonctionne grâce aux dons et à la dynamique qu'on a su créer, et on dépend de personne parce que, en fait, c'est chaque contribution, on va dire, c'est soit des entreprises, soit des laboratoires, soit des dons de particuliers, etc. Mais personne n'a une emprise de plus de 5-10%, entre guillemets, sur le budget total. Et donc, on a un modèle qui est économique qui fait que ça fonctionne grâce à l'aide de chacun. Évidemment qu'on va aussi vers de plus en plus un entendement des pouvoirs publics. Donc je pense qu'on ira vers des prises en charge aussi soutenues par les pouvoirs publics, de plus en plus. En tout cas, il y a un intérêt de plus en plus vers ça. Nous, le budget du centre actuel, c'est 700 000 euros annuels. Après, le fameux centre qu'on va ouvrir, ça sera plus. Mais on va pouvoir, et en cas, je sais que c'est un de votre idée, hein, c'est d'accompagner, d'aider chaque centre à trouver les moyens, à connaître les ficelles pour qu'on arrive à financer ces centres. Et plus on va être dans ce développement et plus on va s'entraider, plus il y aura cette conscience et plus on va avoir facilement des budgets, que ce soit de particuliers ou que ce soit des pouvoirs publics. Est-ce que vous vous rendez compte que ce qu'on propose là, c'est pas de la recherche avec un effet dans quelques années, c'est maintenant, tout de suite, le bénéfice, avec un bénéfice en termes de prévention et donc de récidive et donc d'économie de santé extrêmement élevé. Et donc évidemment que s'il y a une prise de conscience de ça, c'est plus que l'avenir. Et bon, j'espère que les gens vont enfin prendre conscience que l'investissement dans ce domaine-là, il est, il est 1000 fois supérieur que dans la thérapeutique. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut ne plus investir dans la thérapeutique, mais qu'il faut arrêter d'investir autant dans la thérapeutique, il faut investir dans la prévention. Et je parle bien de prévention primaire, c'est-à-dire ne pas tomber malade ou ne pas récidiver, qui est la prévention tertiaire. Alors, j'ai plusieurs questions qui me demandent le type d'activité que vous dispensez dans vos centres et également des questions plutôt des professionnels de la santé qui demandent s'il y a des formations pour les soignants, pour, voilà, par exemple en sophrologie, quels sont les prérequis? Est-ce que vous dispensez des formations pour les soignants en oncologie? Pour le moment, là où on est actuellement, c'était la dimension des centres ressources, où on a 900 mètres carrés, mais il y a peu de choses faites pour les soignants, si ce n'est, on fait des soirées régulières de formation, de conférences, et et des fois des colloques, donc c'est limité. Par contre, dans le prochain, on fera effectivement une formation, il y aura notamment en nutrithérapie, des formations, une académie de la santé intégrative pour les non-professionnels de santé, je dirais, médicaux, paramédicaux. On aura une université qui va proposer effectivement essayer de rassembler le plus possible de formations pour que les soignants soient capables de faire toutes les techniques d'accompagnement. Après, dans le lieu, aujourd'hui, ben, les activités sont très variées, hein. Mais comme dans tout centre qui prend charge, quoi, comme les centres de ressourcement en Belgique, euh, c'est-à-dire ben, vous avez des activités individuelles ou en groupe, d'art-thérapie, de sophrologie, de pilates, de tai chi, de qigong, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme technique quasiment. Après, on est dans une optique mieux-être, ce que j'appelle on fait du bien tant qu'on le fait. Et après, ce qu'on propose, c'est que ces techniques-là soient intégrées dans des programmes de ressourcement, où là, les gens participent sur une semaine à des programmes où ils vont expérimenter des techniques sur une semaine, des journées qui durent 7 heures de démarche en groupe et individuelle. Et là, on aboutit à des changements forts parce que sur ces 5 jours, on a des patientes qui dormaient plus depuis 2 ans, bah, qui redorment au bout de la semaine. Des patients qui disaient qu'ils étaient suicidaires, qui à la fin de la semaine revoient la lumière, ils le disent. Bon, voilà, on a des changements très puissants, mais qui ne pourront donner un changement, je dirais, dans la durée que si les gens acceptent d'entrer dans un programme dans la durée. J'ai une question par rapport aux études cliniques. Et donc, on me demande quelle est l'étude clinique vous en avez montré hein, dans votre présentation, mais on me demande quelle est l'étude clinique pour vous ou la méta-analyse
la plus Celle que j'ai montrée, récente, hein, celle de qui montre les résultats les plus Mirosevic, parlants. et qui Ouais. était supervisée par David Spiegel, celle de Mhm. 2019, j'ai mis les références. C'est la plus récente, la mieux construite, faite par des gens comme David Spiegel, qui est juste aujourd'hui vivant, je pense, le plus ancien et le plus grand psycho-oncologue du monde, hein. Euh, donc vous avez une étude de qualité bien faite, parce que malheureusement, vous trouverez effectivement des méta-analyses plus antérieures qui étaient pas mal faites, pourries et qui répondent pas aux mêmes choses. Bon, ça, vous connaissez le problème en science, hein, de qui fait l'étude et qui regarde. Bon, voilà, et vous n'avez pas toujours les mêmes résultats. Celle qui est la meilleure, c'est celle-là. Euh, alors, une autre question, mais plus par rapport aux activités. Donc, vous avez parlé du projet PACT, un accompagnement collectif. Pensez-vous que les thérapies de groupe peuvent être bénéfiques pour tout le monde? Quel type de patient? Et quels sont les bénéfices par rapport à un parcours plus individuel ou digital pour les personnes qui ne sont pas près de votre centre et qui sont plus éloignées et qui ne peuvent pas bénéficier de soins sur place, en présentiel? Oui, donc le mieux est l'ennemi du bien, ça c'est le côté le meilleur, entre guillemets, a priori, ce travail en groupe. Mais évidemment que si les personnes ne peuvent pas venir, ne sont pas disponibles, etc., un soutien digital est beaucoup mieux que rien. On peut faire aussi ce type de travail en groupe en digital. On l'a testé pendant le Covid, hein, on faisait ces programmes et ça a apporté quelque chose. Il y avait une frustration de la non-rencontre, mais il y avait quand même un bénéfice au travail en groupe, donc même à distance. Après, le travail individuel est des fois indispensable chez les gens qui ne sont pas éligibles à un groupe, qui ne sont pas prêts à un travail en groupe, vraiment pas. Mais l'expérience montre que j'avais vu une patiente qui, aux États-Unis, enfin, qui participait alors qu'elle n'était pas convaincue. Elle le faisait que parce que comme ça, c'était pris en charge par son assurance maladie. Ses traitements, ses traitements étaient pris en charge parce qu'elle participait aussi au programme. Et au début, elle disait, ben, moi je suis là, mais bon, voilà, je le fais, mais parce que ça me permet d'être pris en charge. Et bien quelques mois après, elle disait, mais quel bonheur et heureusement que j'ai participé à ça. Donc la motivation des gens de départ, elle n'est pas très grave. C'est pas grave si elle n'est pas très puissante. L'important, c'est qu'ils participent s'ils peuvent le faire. Et ça peut les amener, enfin, ça les amènera sincèrement pour la immense majorité. Il y a plus de 95% des gens qui iront au bout quand ce programme marche, enfin, quand le groupe marche bien. Les gens sont transformés. Mais on est d'accord que spontanément, peu ont envie. Il faudra un contexte qui donne envie. Et c'est pour ça que pour moi, l'avènement du centre qu'on va faire est essentiel parce qu'il va enfin rayonner et la réputation va jouer un rôle important pour casser la peur et permettre aux gens d'avoir envie de venir. Voilà. Et le lieu va parler pour nous. C'est-à-dire que ça, c'est important toujours d'avoir un lieu qui parle pour vous. Quand vous avez un lieu qui est chaleureux, il joue un rôle extrêmement important parce que déjà, les gens se trouvent dans un lieu qui fait du bien, qui est sécurisant. On voit un lieu où on a pris le soin que ce soit beau pour eux. Ben, c'est un message implicite de euh, on a envie on a envie de que vous soyez mieux. Et donc ça, sachez-le, hein, vous le savez, l'ambiance est importante, le lieu est important. C'est pour ça que les centres ressources, c'est pas dans le lieu de l'hôpital. Il faut que ce soit à l'extérieur, un peu à distance, voire carrément en dehors de l'hôpital, pour qu'on ne se replonge pas dans l'univers de la maladie. On me demande par rapport à l'hôpital si les grands hôpitaux euh, leaders en cancer sont au courant de ces bienfaits et si vous avez des référencements de patients vers vos Non, centres. non, c'est pour ça, enfin, je reconnais que moi j'ai fait des présentations, c'est arrivé. Bon, il se trouve que on a eu peu de publicité, mais c'est en train de venir. Tiens, là, je participe enfin à un congrès organisé par un centre anticancéreux. Ça m'est arrivé de présenter, en tout cas, quand ça a été présenté à des médecins, l'accueil était excellent. Mais il y a une non-connaissance absolue de ce genre de choses. Et à mon avis, encore une fois, ce type de centre doit être en dehors des établissements. Il faut que ce soit, quand je dis en dehors, c'est vraiment, ou si c'est un établissement, c'est à distance, et si possible, quand j'ai le sens physiquement, il faut que ce soit accessible à tous, qu'on soit traité dans l'établissement ou pas aussi. Ça, je pense que c'est le côté éthique, c'est que
il faut que ce soit ouvert, hein. Un lieu ouvert, même si je n'ai pas été traité dans cet hôpital, je peux y venir. Moi, je pense que c'est quand même important, ça. Oui. Je voyais récemment la création du SFIO, donc la Société francophone d'oncologie intégrative. Donc quelque part, il y a une prise de conscience au niveau des oncologues. Oui, voilà. Alors, on est encore une minorité, certes, mais c'est en train de se formaliser en France, enfin, France-Belgique. Il y a des Belges qui sont présents à l'SFOI, des Suisses aussi, des SFOI. Luxembourgeois, enfin, bon, francophones. Et donc, il y a une prise de conscience, il y a surtout voilà, une communauté qui se crée. Euh, et bon, voilà, c'est pas connu encore bien dans l'oncologie conventionnelle, mais c'est en train d'émerger. Alors, une dernière question avant de finir. On me demande si vous prévoyez d'accueillir en formation des patients partenaires. Ben, c'est une évidence, bien sûr. Et d'ailleurs, enfin, il y aura de toute façon des formations pour les patients, tout simplement, hein, des formations en nutrition et autres seront proposées, en micronutrition même, hein, pour les patients. Nous, on a dans le lieu, on aura une tisanerie, enfin, il y aura un lieu pour apprendre à utiliser les plantes. Et évidemment qu'on parle de choses simples de tous les jours. Après, on ne devient pas phytothérapeute dans ce programme. Et des patients partenaires qui ont fait un chemin peuvent bien sûr être participants dans des programmes parce que c'est des témoins qui peuvent être extrêmement pertinents. Moi, quand un patient est venu témoigner à un programme et que je lui dis, tu veux bien, Nicolas, partager ton... Il est venu pour partager, dire, ben, venez, si vous voulez, on fait du vélo en tandem dans 15 jours. On vous propose une sortie tandem, c'est génial. Il explique pourquoi. Et je lui dis, mais tu veux parler de toi? Elle me dit, ben oui, il y a 11 ans, j'ai participé à un programme d'accompagnement. Je suis venu à Ressources, j'ai fait tout ce qu'il y avait à Ressources. J'ai tout utilisé. Ça fait 11 ans et j'avais un cancer du rein métastatique au cerveau et au poumon. Et le gars, il est comme ça, puissant, sans traitement, en remission depuis des années. Enfin, c'est un témoignage qui est juste ahurissant de voir qu'on peut être guéri de cancer métastatique au cerveau et ailleurs. Et le gars, il a dit, mais je ne devrais pas le dire, mais je le dis. J'ai été sauvé par ressources, par tout ce que j'ai pu y faire. Parce que les traitements à eux tout seuls, évidemment, ne pouvaient pas faire ça. Ils ont été essentiels, évidemment, dans sa démarche. Mais à eux tout seuls, ils ne pouvaient pas obtenir ce résultat. Donc, oui, les témoignages des patients sont juste, évidemment, exceptionnels. Encore une fois, il y a ce travail que tout soignant connaît et que tout patient doit aussi faire quand il intervient auprès des autres patients, c'est ce travail quand même sur le contre-transfert qu'il doit avoir fait pour qu'il ait du recul et qu'il ne vienne pas, bien sûr, mettre, comme un soignant, mettre ses propres conflits personnels. Voilà, dans la relation. C'est tout. Et c'est que j'insiste parce que dans les formations de patients partenaires, j'ai vu des formations, pourtant des fois universitaires, où il n'y a pas été intégré ce type de travail. Mais voilà, je pense que nous allons devoir clôturer ce webinaire. Je partage avec vous un dernier commentaire d'une personne dans le chat qui vous remercie pour l'exposé clair et brillant. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a été utile et qu'il a répondu à vos attentes. Et donc, je dirais, restons en contact, hein. N'hésitez pas à nous contacter, à nous donner vos coordonnées. Si vous souhaitez en savoir plus sur le centre ressources ou sur les centres de soutien, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez aller sur le site web du centre ressources ou sur le site d'Oncia Community. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, je voulais juste terminer par une petite annonce en disant que notre prochain webinaire aura lieu au mois de juin et que nous vous communiquerons bientôt les dates. Et voilà. Donc, si vous avez des initiatives ou des projets à partager, faites-nous en part. Ensemble, je pense qu'on peut faire la différence pour aller améliorer cet accompagnement thérapeutique qui est primordial. Merci, docteur Mouisset. Un tout grand Merci encore à merci. l'invitation. Merci. Voilà, et à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Mhm.